Après une expansion unique au cours des années 2000, on voit se développer, je dirais de manière très diplomatique, quelques volontés d'hégémonie et de conquête internationale. Est-ce qu'on peut qualifier cette réalité et cette projection de nouvel impérialisme, et quelles pourraient en être les conséquences? Si les Chinois continuaient dans leur attitude arrogante, notamment vers leurs voisins japonais, parce que c'est la clé de tout, et si les Chinois s'imaginaient qu'il faut maintenant bagarrer avec les États-Unis comme la défunte Union soviétique le faisait, en se mettant sur tous les terrains et partout en opposition à la volonté américaine, il faudrait s'inquiéter très sérieusement. Mais même si on trouve ce genre d'opinion exprimée de façon stridente par des excités divers à Pékin, dans des think tanks, chez certains militaires, il n'empêche que le consensus chinois actuel n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que d'abord, les Chinois ne sont pas expansionnistes, et ça c'est dans leur gène historique. Ils veulent évidemment dominer la totalité de leur territoire, donc les Turcs ouïghours ont beaucoup de soucis à se faire devant une politique d'immigration interne particulièrement brutale. Ils veulent incontestablement se soumettre à tous les pays voisins qu'ils considèrent comme des pays tributaires et créer une sorte de communauté transnationale avec les Coréens, les Vietnamiens, les Thaïlandais. Aucun d'entre eux n'est tout à fait d'accord. Donc cela donne certainement des frictions. Mais les Chinois sont totalement réticents à s'investir dans le reste de la planète, sauf pour des opérations commerciales. Et enfin, ils ne croient pas à la guerre, et ceci depuis la naissance même de la civilisation chinoise. Ils pensent que la guerre est une tactique, que les plus grands stratèges sont ceux qui l'évitent, et par ailleurs, ils ont toujours accordé à l'armée une attention méprisante. Ceci est de la culture confucéenne qui demeure de plus en plus importante en Chine. Et d'ailleurs, il suffit de voir les uniformes et le rôle des militaires. Je me souviens du directeur de l'école de guerre qui m'avait accueilli en pantoufles, pour voir que finalement, il n'y a pas du tout l'esprit prussien que l'on a pu connaître au début du XXe siècle en Allemagne, puisqu'on compare la montée de la Chine à celle de l'Allemagne à l'époque. Non, il n'y a pas du tout une confiance illimitée dans l'arme, dans l'instrument militaire. Et puis il y a les recommandations de Deng Xiaoping, être plus modeste, faire illusion, qui sont profondément ancrées dans la civilisation chinoise. Et tout ce que l'on voit de la Chine aujourd'hui, venir au secours de l'Europe au moment de la crise de l'euro, ne pas accabler les États-Unis à certains moments difficiles, accepter en fermant les yeux la crise libyenne, condamner, même si c'est à bas bruit, l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine, ne vont pas du tout dans le sens d'une politique antagonique. En même temps, et c'est là le point faible de toute la stratégie chinoise, les Chinois restent profondément marqués par la domination japonaise qui fut celle de toute l'Asie dans la première moitié du XXe siècle. Ils ne se sont débarrassés du Japon d'ailleurs que grâce aux États-Unis, et ceux-ci continuent à les poigner. Ils servent qu'en effet le Japon est un pays maintenant en déclin, ils l'ont dépassé, ce qui est en PIB, ce qui était très important. Ils ne sous-estiment quand même pas la richesse japonaise et sa puissance. Et leur grande idée, c'est que le Japon peut devenir le centre d'une grande coalition allant de la Corée du Sud à l'Inde et qui encerclerait la Chine. C'est la raison pour laquelle ils ont trouvé une espèce de symbolisation, comme aux échecs de ce conflit avec le Japon. Ce sont les petites îles éparpillées dans lesquelles ils défient non seulement le Japon, mais ses alliés potentiels, comme les Philippines par exemple, ou le Vietnam. Et cette lutte, qui est encore largement symbolique, permet d'endiguer, de canaliser les énergies exagérées de l'armée, et en particulier de la force qui n'a cessé de croître dans l'armée chinoise, qui est la marine. Et il est incontestable que ceci devrait cesser. Il est évident que pour la Chine, il faut accepter de refaire ce qu'elle a fait avec Nixon et Kissinger, et qu'elle mette fin à la guerre froide avec le Japon, comme elle a mis fin à la guerre froide avec les États-Unis, pour son grand bénéfice. Mais cela, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne touche pas seulement à l'interprétation stratégique froide, mais à des représentations qui sont au cœur même de l'esprit chinois, et ce, d'autant plus que les Japonais ont grosso modo la même culture, le même système d'écriture, le même confucianisme. Et alors, on sait bien qu'en famille,
c'est souvent là qu'on se déteste le plus.